programme d'aménagement territorial intégré sera mis en œuvre dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Le financement du parti qui entre dans le cadre du G5 Sahel a été acquis grâce à l'UEMOA et le mémorandum de sa mise en œuvre a été signé ce 4 novembre à Ouagadougou. L'autre actualité concernant le G5 Sahel, c'est la tenue demain d'une session du Conseil des ministres des pays membres. Nous en parlerons avec l'invité de ce 20h, le secrétaire permanent du G5 Sahel. En actualité politique, le Parti pour le développement et le changement évalue ses activités et se donne de nouveaux défis pour être mieux implanté à travers le Burkina Faso. Une nouvelle équipe est mise en place pour réaliser cette ambition du PDC et c'est à la faveur du deuxième congrès de ce parti qui s'est tenu ce week-end à Ouagadougou. Et puis à l'étranger, l'Iran annonce l'augmentation de sa production d'uranium enrichi. Le pays produit désormais 10 fois plus qu'il y a 2 mois, alors que des restrictions pèsent sur lui concernant son programme nucléaire. Vous en aurez des précisions en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu cet après-midi la ministre française des Armées. Sécuritaire dans les pays du G5 Sahel. Roch-Marc Christian Kaboré et Florence Parly ont passé en revue les progrès réalisés et les actions à mener dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Le compte-rendu de Roger Kam et Issa Kanana. La ministre française des Armées reçue en audience par le président du Faso. Un entretien au cours duquel Roch-Marc Christian Kaboré et Florence Parly ont passé en revue les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme. Des progrès qui, selon la ministre française des Armées, sont le résultat de la collaboration entre Barkhane et les forces armées burkinabè. Le combat continue, il doit continuer, car c'est un combat de longue haleine que nous devons mener ensemble contre le terrorisme. Ce combat, je le disais, il se mène ensemble. Et nous en avons encore une démonstration aujourd'hui même, avec le lancement d'une opération qui s'appelle Bourgou 4, qui est conduite par Barkhane, mais avec la contribution éminente de 2 compagnies burkinabè, et qui va se dérouler dans les prochains jours dans cette zone des 3 frontières, qui est la zone dans laquelle doit porter l'effort. Le Burkina Faso préside le G5 Sahel et au cours de cet entretien, Roch-Marc Christian Kaboré et Florence Parly ont pu mesurer ensemble les avancées dans la mise en œuvre de la force conjointe. Nous avons pu ensemble mesurer là aussi les progrès qui sont réalisés par la force conjointe sous le commandement du général Namata que je rencontrerai tout à l'heure, et qui s'est traduite là aussi par des opérations récentes, d'abord par la reprise des opérations au cours des derniers mois, et puis par une opération importante qui s'est déroulée dans le nord du Niger au cours du mois d'octobre, et qui a permis la reprise et la capture d'armements significatifs. Autre sujet évoqué, le contenu du sommet de Biarritz et les actions à mettre en place avec l'accompagnement des partenaires européens pour l'atteinte des objectifs du G5 Sahel, à savoir la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel. Nous avons également abordé la question des outils non militaires qui doivent être mobilisés pour remporter ce combat contre le terrorisme, et en particulier l'initiative qui a été discutée par le président Kaboré lors de sa participation au sommet du G7 à Biarritz, qui est le partenariat 3S pour le Sahel, initiative discutée par le président Kaboré avec la chancelière Merkel et le président Macron, et qui doit permettre d'élargir à des pays du G5, élargir à d'autres pays africains, en particulier les pays de la CEDEAO. Florence Parly arrive du Tchad, où elle a eu des échanges avec le président Idriss Déby sur les questions de sécurité au Sahel. À Ouagadougou, la ministre française des Armées rencontrera le commandant du G5 Sahel, le général Namata.
Dans l'actualité également, un mémorandum vient d'être signé cet après-midi pour la mise en œuvre du PATI. Le PATI, c'est le programme d'aménagement territorial intégré au profit des zones frontalières du Burkina Faso, du Niger et du Mali. C'est un projet financé par l'UEMOA à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations vivant dans ces zones. On en sait plus avec Gérard Sommet et Moumouni Soubega. C'est une signature de convention d'un montant d'1 milliard de francs CFA entre le G5 Sahel et la C3 Sahel, la cellule de coopération décentralisée transfrontalière du Sahel. Il s'agit d'un mémorandum qui porte sur la mise en œuvre du PATI, le programme d'aménagement territorial intégré dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Nous sommes des maires, nous travaillons avec les populations, nous n'allons pas prendre des armes. Nous, notre arme, c'est le développement. Donc nous allons travailler en parfaite intelligence avec tous les services déconcentrés et les forces de défense et de sécurité des différents pays et la force conjointe pour réussir ces mises en œuvre. Nous avons quand même fait attention dans la sélection des projets maintenant et nous estimons que les zones qui sont concernées par ces projets sont des zones où nous pouvons aller travailler, impacter de manière à améliorer la capacité de résilience des populations. Le programme est financé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sa priorité est au bien-être des populations et à la restauration de la paix et de la sécurité dans l'espace UEMOA. Nous sommes heureux aujourd'hui que cette somme a été consacrée à l'élaboration d'un programme d'aménagement transfrontalier intégré qui va couvrir précisément 4 composantes qui iront prioritairement en faveur précisément des populations à la base, de manière à promouvoir la sécurité dans cet espace et aussi le développement. Le ministre délégué à l'aménagement du territoire représentant le ministre de l'économie, des finances et du développement, président du Conseil des ministres du G5 Sahel, salue la signature de ce mémorandum qui va impacter la vie de 5 millions d'habitants du Sahel. L'économie pastorale et la santé des résidents, des déplacés, des réfugiés sont les principaux domaines d'intervention de la phase pilote du projet PATI. À l'occasion, hommage a été rendu au député maire de Guibo, assassiné hier avec 3 de ses compagnons. Oumarou Diko, membre actif de la C3 Sahel, devrait prendre part à la présente signature de convention. Et l'actualité concernant le G5 Sahel en général, c'est la tenue demain à Ouagadougou d'un conseil des ministres des pays membres. Et comme annoncé, nous recevons le secrétaire permanent du G5 Sahel, M. Mama Sambo Sidoukou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avant d'évoquer la rencontre de demain, on va parler de la force conjointe du G5 Sahel qui devrait permettre d'apporter une réponse efficace à l'insécurité dans les pays membres. Aujourd'hui, on a l'impression que cette force est juste plus dans les discours que sur le terrain. Où est le problème véritablement? Merci, madame. Permettez-moi d'abord de souligner la gravité du moment. Hier, nous avons perdu un frère, le député maire Oumarou Diko, et 3 de ses compagnons. Je tiens tout d'abord au G5 Sahel à saluer sa mémoire et je voudrais en même temps saluer la mémoire de toutes les victimes de terrorisme dans notre espace. Nous sommes conscients de l'extrême gravité de la situation que nous vivons dans notre espace. Il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait un incident grave, mort d'hommes, femmes, enfants, non militaires, en force de défense et sécurité, les administrateurs civils. Cela nous interpelle bien entendu. La force conjointe du G5 Sahel a 2 ans d'existence. Déjà, faites le tour un peu du côté de certains pays dits développés, ou développés en tout cas, et vous verrez qu'ils ont mis beaucoup plus de temps à mettre leur force en ordre de bataille. Surtout lorsqu'il s'agit de faire face à une guerre asymétrique, à des gens de l'ombre. Moi, j'ai fait la Somalie. J'étais chef de la mission de l'Union africaine en Somalie. 5 pays de la zone, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Djibouti, Burundi sont mis ensemble. Cela fait 10 ans de travail contre cela. Donc nous ne faisons pas d'illusions, ça va durer. Cela dit, il y a à peine quelques semaines, vers le 15 octobre, il y a eu une action de la force conjointe dans ce que nous appelons notre fuseau Est, c'est-à-dire du côté de la frontière Niger et Tchad, où notre force conjointe a réussi à trouver des caches énormes d'armes et à arrêter des terroristes. Maintenant, voilà les choses comme elles doivent être. Cette force est en marche, elle se met en place.
nous comprenons parfaitement les impatiences, parce que notre rôle, c'est de protéger les populations. Mais il ne faut pas, justement, que nous laissions aller au découragement parce que les choses se passent moins vite qu'on le suppose. Et cette force travaille aussi, n'oublions pas cela, travaille avec nos forces de défense et de sécurité nationale, avec des partenaires qui nous viennent en soutien. Et croyez-moi, les opérations qu'il y a eu récemment vont être poursuivies de façon plus intensifiée. Justement, concrètement, à quand est-ce qu'on pourra véritablement sentir la montée en puissance de cette force conjointe-là? Alors, il y a deux choses là-dedans. La force a besoin de moyens, c'est évident. Des moyens étaient promis par des partenaires, mais nous ne pouvons pas nous baser que sur cela. Nos pays ont consenti d'énormes sacrifices sur le plan budgétaire, entre 15 et 30% pour chacun des pays. En plus de cela, la présidence analyste du G5 Sahel, dans ce cas le président Kaboré, a mis en place tout un système qui nous a permis de mobiliser les partenaires. Vous avez vu qu'il y a récemment un sommet de la CEDEAO, un sommet extraordinaire, où l'UEMOA a pris la décision de mobiliser 500 millions de dollars en son sein. Et les autres pays membres de la CEDEAO qui ne sont pas UEMOA, plus la Mauritanie et le Tchad, vont aussi travailler à mobiliser 500 millions. Ça va assez vite sur ce plan. Il y a une réunion récemment à Dakar qui fait avancer les choses sur ce plan. Nos partenaires, j'ai vu tout à l'heure que Madame parlait de la ministre française de la Défense est là. Il est évident que nous allons parler accélération de la montée en puissance de la force conjointe et le renforcement de son épine dorsale pour avancer. Cela dit, quoi qu'on fasse, ce sont les efforts internes qui vont faire que nous avancerons. Cela dit, c'est la mobilisation de nos populations qui fera la différence. Il ne faut pas justement que nous versions dans le découragement. Nous avons besoin, nous sommes une zone de solidarité, un espace de solidarité qui devra continuer à fonctionner comme cela. Alors vous livrez un message d'espoir, mais est-ce que cette force-là n'arrive pas un peu trop tard quand on prend le cas récemment, au moins 49 morts au Mali, 5 aujourd'hui au Burkina Faso? Il y a une réalité qui est là, on a l'impression que les groupes terroristes gagnent le terrain pendant que les réunions du G5 Sahel se succèdent. Il y a deux types d'actions dans ce que nous faisons au niveau du G5 Sahel. Il y a ce que nous faisons sur la durée, qui évidemment est effacé par l'urgence. Maintenant, nous sommes dans l'urgence. C'est pour ça que vous nous voyez partout, vous parlez de réunions, c'est pour ça que vous nous voyez à l'envers des partenaires non traditionnels, comme la Chine, qui maintenant ce jour-ci va nous supporter avec des moyens, comme la Turquie, qui vient de nous fournir 5 millions de dollars pour acheter d'équipements, comme la Russie, nous revenons en Russie, qui viendra nous soutenir également. Le président Kabore a demandé à la Russie de faire partie de l'initiative que le président Macron et Mme Merkel ont lancée, le P3S. Nous, ce que nous voulons, c'est que nous mobilisions nos ressources internes, nous travaillons sur nos ressources internes et nous demandons à nos partenaires de venir en soutien. Cela viendra, moi je n'ai aucun doute. Le plus important, c'est de ne pas se laisser aller au découragement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant de la Somalie, c'est une lutte de longue haleine. Il ne faut pas donner l'illusion à nos compatriotes, à nos concitoyens, à nos populations de l'espace, G5 Sahel, que ça va être réglé en un seul jour. Mais il faut que nous renforcions nos capacités pour les protéger, parce que notre rôle, c'est les protéger. Alors, je voulais simplement dire ceci. Nous sommes un espace de solidarité, je voulais répéter cela. Il faut qu'il y ait une mobilisation à tous les niveaux. Les dirigeants font leur mieux. Nos forces de défense et de sécurité, comme vous savez, perdent des hommes, versent leur sang, ont besoin de notre soutien constant, permanent. La société civile devra s'y mêler. La classe politique dans son ensemble, les classes politiques de tous nos pays. Parce qu'il s'agit en réalité, de quoi s'agit-il? Il s'agit du risque simplement que nous perdions, non pas nos pays, mais que nous perdions nos États tels qu'ils existent. Ce que va nous imposer, c'est d'autres valeurs. Ce que va nous apporter, c'est nous faire perdre la forme républicaine de l'État dans nos pays. Et face à cela, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la mobilisation de tous. C'est ce que je peux vous dire, je parcours l'espace du G5 Sahel. Dans tous les pays, les gens sont sensibles à ce qui se passe au Burkina. Nous souffrons. Dans la douleur, nous vivons cela. Burkina souffre dans la douleur ce qui se passe au Mali et au Niger. Nous sommes aujourd'hui dans la douleur, mais je n'ai aucun doute que nous allons vaincre
ce fléau et que nous allons ensemble être dans la joie. Je n'ai aucun doute. On vous aura bien compris. Alors, on sait aussi que le G5 Sahel, en plus de relever le défi de la sécurité, il a été créé aussi pour relever un défi de développement. À ce niveau, quelle est la stratégie qui a été mise en place? Alors, nous avons ce que nous appelons la stratégie de développement et sécurité. Au départ, en fait, le G5 Sahel avait été conçu pour le développement. Puis la sécurité, les questions de sécurité nous ont rattrapés et aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sécurité. Nous avons un programme d'investissement prioritaire qui découle de notre stratégie de développement et sécurité. Qui était un peu un programme glissant sur tous les 3 ans, nous avons un certain nombre de projets que nous identifions. En ce moment, nous avons 40 projets dans les axes de sécurité, de défense, l'axe de gouvernance, y compris l'autonomisation des femmes, y compris les questions de jeunesse, création d'emplois pour les jeunes. Nous avons l'axe résilience, tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, un pastoralisme plus fort et plus conséquent. Nous avons toute la question de développement humain, l'éducation, y compris les enfants hors école. Et nous avons des projets d'infrastructure assez colossaux, y compris un chemin de fer qui va de Mauritanie jusqu'au Tchad. Et dans ce cadre, nos chefs d'État ont approché des partenaires clés, à mon avis, comme la Chine, qui ont demandé une étude de faisabilité qui est en cours et qui sera complétée dans une année, par exemple, dans 12 mois. Nous avançons dans ce domaine-là. À côté de cela, nous avons quand même senti l'urgence qu'il y a. Vous ne pouvez pas ne pas travailler pour que les gens sur les frontières aient de l'eau. Vous ne pouvez pas ne pas travailler pour que les questions de résilience soient renforcées en matière de sécurité alimentaire, etc. Nous ne pouvons pas ne pas travailler sur la question du développement humain et la cohésion sociale aussi. D'ailleurs, je dois souligner une chose, c'est que Dieu merci, j'entends de moins en moins parler d'affrontements intercommunautaires. Nous avions des problèmes dans le passé séculaire que nous réglions à notre façon, et il faut saluer l'action des chefs traditionnels et des associations qui font un travail remarquable, on n'en parle pas assez également. Donc c'est un peu cela que nous essayons de faire. Nous ne devons pas perdre de vue que le travail que nous avons réellement, c'est aussi un travail de longue haleine sur la durée, pour le développement durable. Même si aujourd'hui nous sommes pris par la dimension sécuritaire de notre travail. Sur le plan sécuritaire même, si vous regardez, nous avons aujourd'hui un collège de défense qui est en Mauritanie, qui est un joyau, qui est une sorte d'emblème pour nous, qui forme nos officiers supérieurs à une doctrine commune. Et la première promotion est déjà sortie de 36 officiers, la deuxième vient de commencer son cours. Mieux, des pays, d'autres continents nous demandent à venir à envoyer leurs officiers dans cette école. Je suis le cas de l'Arabie Saoudite qui vient de demander d'envoyer des officiers. Nous avons aussi des instructeurs qui viennent du monde entier pour étudier cet exemple de 5 pays qui se mettent ensemble et qui créent. Je ne veux pas retourner à l'histoire, mais il y a eu des affrontements, même entre nos pays. N'oubliez pas cela. Aujourd'hui, ces officiers planifient ensemble, se préparent ensemble à faire face à l'ennemi. Cela sera sur la durée, forcément. Et c'est pour ça que je dis attention à l'impatience. D'accord, on vous aura bien compris, M. Sidiki. Alors, revenons sur les partenaires que vous avez évoqués tantôt. On a l'impression que certains d'entre eux aussi brillent par leurs annonces. Où en est-on véritablement avec la mobilisation des ressources financières? Je crois qu'il faut comprendre les lenteurs des procédures de nos partenaires. Nous le comprenons parfaitement. C'est pour ça que j'ai insisté au début sur la nécessité de compter d'abord sur ses propres forces en attendant que ces annonces se manifestent de façon plus concrète. Je peux donner des exemples de mobilisation concrète. Il est vrai qu'on avait annoncé 414 millions à Bruxelles en février 2018. Ce n'est pas aussi vite qu'on avait voulu, mais il y a quand même des avancées dans ce domaine-là. La Chine vient de nous mettre à disposition 350 millions de yuan à travers l'Union africaine. Ça, c'est du concret, et ça arrive. Les Turcs, je vous ai parlé de 5 millions d'euros. Mais n'oubliez pas aussi tous ceux qui sont venus, les Africains qui sont venus vers nous et qui ont dit c'est d'abord une affaire africaine. Je crois qu'il faut qu'on continue à mettre l'accent dessus pour que les autres viennent avec leur soutien en appoint, même si c'est évidemment des sommes importantes. Vous voyez le Rwanda, qui n'est pas un pays aux ressources immenses, qui nous a soutenus. L'UEMOA, nous avons monté un élément, l'UEMOA avec le parti qui nous permet de mettre des choses concrètes à disposition de la population. L'UEMOA a mis aussi des moyens financiers déjà pour notre force conjointe. La CEDEAO, la même CEDEAO qui maintenant mobilise $1 milliard pour cela, a déjà mis à notre disposition $1 million tout à fait au départ.
Donc il y a des exemples concrets de cette mobilisation. Vous me direz, où sont les Européens? Ben, ils sont là. Vous me direz, où sont les Français? Mais ils sont là. Barkhane, c'est les Français, ils investissent dans ce qui se passe autour de nous et dans le combat commun que nous avons. Et c'est pour ça que parfois je refuse comment il faut appeler ça, les théories complotistes. Mais nous comprenons qu'il y a des lenteurs et nous le faisons remarquer à tous les niveaux, à nos partenaires. Cela ne peut pas continuer parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Il y a aussi l'impatience de la population qui ne comprennent pas. Et nous avons beau expliquer, cela n'est pas toujours bien compris. D'accord. Alors, pour terminer, je vous le disais en début de l'entretien, vous êtes à Ouagadougou donc pour la 6e session du Conseil des ministres du G5 Sahel. Quels sont les principaux dossiers qui seront sur la table de ce Conseil-là demain? Écoutez, d'abord je voudrais remercier les autorités burkinabées pour l'organisation de nous accueillir. Chaque fois que nous venons ici, nous savons que nous sommes dans les conditions idoines pour faire notre travail. Il s'agit d'un Conseil des ministres statutaires, en fait à mi-parcours. C'est nos activités au 30 septembre. En quoi et comment nous avons respecté ou exécuté les recommandations du Conseil des ministres précédents, les instructions des chefs d'État, c'est ça qu'on va examiner. On va parler budget, bien entendu, on va parler beaucoup de la force conjointe, c'est évident, le commandant de la force lui-même est ici. Mais ce n'est pas ça le plus important. Franchement, je pense que c'est un sommet qui prépare, c'est un conseil des ministres qui prépare le prochain conseil des ministres de février en Mauritanie, qui va avoir la passation de témoins entre le président Kaboré, le président Ghazouani, le président mauritanien, qui prendra la présidence l'année prochaine. Le plus important, c'est que ce sont des occasions pour rappeler ce que c'est le G5 Sahel, pourquoi le G5 Sahel existe, et comment nous faisons avancer le dossier dont vous venez de parler. La mobilisation pour l'opéralisation de la force conjointe, la mobilisation pour les projets de développement, et nous rappeler que nous sommes encore une fois un espace de solidarité où nous sommes tous engagés dans la même bataille. La bataille aujourd'hui première qui nous prend, qui nous serre à la gorge pour ainsi dire, c'est la bataille pour la protection de la population contre le terrorisme. Ces questions-là seront abordées de façon approfondie, je pense, demain. Merci beaucoup à vous, M. Maman Sambo Sidikou. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire permanent du G5 Sahel. Et puis nous poursuivons ce journal avec ces images, celle de l'arrivée de la première dame du Mali. Ce soir même à Ouagadougou, elle va prendre part au forum sur la paix organisé par le Ashkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Et comme vous le voyez sur ces images, elle a été accueillie à son arrivée par Kaboré, l'épouse du chef de l'État burkinabé. En actualité politique, le Parti pour le développement et le changement a clos son 2e congrès ordinaire hier à Ouagadougou. 2 jours durant, les congressistes ont fait une évaluation de la vie du parti avant de se donner de nouveaux défis pour le futur. Le congrès du PDC a également procédé à la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Des détails avec Rasmanis Mundi et Herman Nestor Toui. Le 2e congrès ordinaire du Parti pour le développement et le changement PDC mobilise ici au Palais des Sports de Ouagadougou jeunes, femmes et vieux pour la cause du parti. Le congrès a permis de revisiter les textes fondamentaux du parti et d'asseoir un nouveau bureau fort de 70 membres. Cette équipe dirigeante qui est aussi présente ici avec moi, j'en suis sûr qu'elle a les capacités nécessaires de nous amener loin et de nous aider à vraiment transcender toute situation et tous les défis qui se présentaient. À peine installée, la nouvelle équipe se fixe de grandes ambitions, celle de former la jeunesse et d'œuvrer à la paix et à l'unité nationale. Conduit à l'éveil des consciences, parce qu'il est important notamment que nous devons saisir que les moments présents passés par notre pays sont des moments vraiment d'importance capitale où nous devons nous rassembler, nous unir et construire une nation prospère. Le 2e congrès ordinaire du Parti pour le développement et le changement a pris des résolutions et des motions de soutien, notamment à l'endroit du gouvernement pour ses efforts de développement et aux forces de défense et de sécurité. Les congressistes ont aussi rendu un vibrant hommage à Sarah Séré Sérémé, fondatrice du parti, en l'élevant au rang de présidente d'honneur.
Autre point de l'actualité, avec ce premier bilan du basculement du Burkina Faso à la télévision numérique de terre, le comité de pilotage annonce que 86% du territoire est couvert par le signal de la TNT lancé depuis le 1er novembre dernier. Cette information et bien d'autres relatives à la TNT ont été données au cours d'une conférence de presse ce 4 novembre à Ouagadougou. Oscar Soulama, Herman Estotoui. Moins d'une semaine après le basculement définitif à la télévision numérique terrestre, les acteurs sont face à la presse pour dresser le bilan. 98% de taux de couverture nationale avec 17 chaînes proposées aux téléspectateurs. Voilà de quoi s'en féliciter. Je le dis avec beaucoup de plaisir, c'est une continuité de l'action gouvernementale. C'est un modèle qui a été mis en place dès 2014, qui prévoit donc des chaînes nationales dans un multiplex aujourd'hui qui en compte 17, mais qui prévoit aussi, et c'est ça l'un des gains majeurs de la TNT, 5 chaînes régionales. Sur la question des contenus, les responsables invitent les patrons de chaînes de télévision à saisir l'opportunité pour créer des programmes attrayants et de qualité. Si je vais chez moi et que j'ai 17 propositions différentes de regarder la télévision, c'est une richesse et ça justifie que l'État ait fait cet engagement-là et continue à subventionner de façon directe ou indirecte la SBT afin que cette autoroute de l'information-là soit ouverte au service de tous les Burkinabés. Mais la grosse inquiétude des promoteurs, c'est le coût de diffusion, 75 millions de francs CFA par an. C'est une question qui pour moi est importante, mais elle ne doit pas nous focaliser. Parce que fondamentalement, c'est la qualité de nos programmes. Comme dirait mon ami Abdul Karim Sango, c'est la qualité de nos programmes qui vont nous permettre de vivre à l'intérieur de cet espace-là. Et sur la question des publicités, le Conseil supérieur de la communication rassure, il veillera sur les contenus et les tranches de diffusion de chaque programme de télévision. L'ONG dénommée SOS Village d'enfants section de Ouagadougou se dote de nouveaux outils de prise en charge de ses pensionnaires. Il s'agit d'un protocole d'urgence pour tenir compte du contexte sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans certaines régions du Burkina Faso. Le document fait l'objet de validation au cours d'un atelier qui se tient à Ouagadougou. Issa Kafando, Sanoa Christine Koulibaly. Espérer le meilleur tout en se préparant au pire, SOS Village d'enfants, programme de Ouagadougou, c'est dans l'anticipation. Dans un contexte sécuritaire des plus difficiles auquel s'ajoutent les aléas de la variabilité du climat, cette structure qui a à sa charge environ 150 enfants se dote d'un protocole d'urgence. Nous avons connu des pays où les villages d'enfants SOS ont été au cœur du combat. J'ai donné l'exemple de la Centrafrique, où le village était pris entre deux feux. J'ai donné l'exemple du Mali à côté, le village de Sokoura, qui a dû évacuer et les enfants amenés ailleurs. C'est l'esprit qui guide la tenue de cet atelier, nous préparer pour mettre nos enfants à l'abri en cas de besoin. Aux participants à cet atelier, il s'agit de présenter le protocole qui fait la synthèse et l'analyse des risques et répertorie les interventions et procédures d'urgence. À leur tour, ils devraient enrichir le document à travers leurs amendements et suggestions. Les produits locaux burkinabés sont à l'honneur depuis ce matin à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Il s'agit de la 10e journée agroalimentaire dont l'exposition est assurée par des femmes qui évoluent dans la transformation des produits locaux. L'événement est placé sous le signe de la recherche et de la responsabilité des acteurs pour une compétitivité des entreprises agroalimentaires au Burkina Faso et dans l'espace UMOA. Ali Doubadzini, Zoubazer David Dabiri. Dans l'enceinte de la Maison du Peuple de Ouagadougou, Dame Raïna Ouedraogo expose un lot de produits locaux transformés. Des grains de chia, du curcuma et autres poudres, c'est un nutritionniste qui nous présente le fruit de son savoir-faire. Là, on a les graines de chia. C'est des graines qui sont très riches en oméga 3 et en fibres. Ils purifient le sang, voilà. C'est des graines qui aident à maigrir. C'est sa première participation aux journées agroalimentaires et déjà, elle en tire satisfaction. Moi j'aime bien, j'apprécie déjà le dispositif. Je pense que ça a bien débuté. Et comme Dame Raïna Ouedraogo,
Elles sont plus de 200 transformatrices et associations à exposer ici les fruits de leur science dans la valorisation des produits locaux. Un savoir-faire unanimement reconnu par ce parterre de personnalités à cette 10e journée agroalimentaire et ce, grâce à la collaboration entre les centres de recherche comme le CNRST et la fêtière des industries agroalimentaires. Et pour parachever ce processus, afin de permettre une exploitation des produits burkinabés, les acteurs préconisent de miser sur la formation et l'hygiène alimentaire. Et plus encore, il faut résoudre le problème lié aux emballages. Au-delà de la qualité nutritive, de la qualité hygiénique, il faut présenter ces produits dans les emballages. Et à ce titre, il y a 2 ans, l'agence de promotion des exportations du Burkina a organisé des réflexions autour de la question de l'emballage. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique, l'accompagnement des entreprises à pouvoir présenter les produits dans des conditions acceptables par les consommateurs. Cette foire agroalimentaire est prévue pour durer une dizaine de jours et sera couronnée par une cérémonie de remise de trophées aux meilleurs exposants. Elle est parrainée par l'ambassadeur du Royaume du Danemark au Burkina Faso. Dans la région du Sahel, la 7e édition du Festival des éleveurs s'est déroulée du 1er au 3 novembre dernier. Les promoteurs se sont donnés pour objectif d'apporter leur contribution à la lutte contre l'insécurité. Et cela passe par la promotion d'une véritable intégration des communautés vivant dans la région du Liptako-Gourma. Retour sur l'ambiance de ce festival avec Ibrahim Kagone et Lazare Sani. C'est ainsi parti pour la 7e édition du Festival des éleveurs du Sahel, une édition qui se tient sous le thème « Le pastoralisme face aux défis de l'intégration intercommunautaire et de l'insécurité dans la région du Liptako-Gourma, réflexion prospective ». C'est un festival sur le pastoralisme, mais qui prend l'intégration même de toutes les ethnies qui sont dans le domaine de l'élevage. Donc le message que nous passons et que le message que nous visons, c'est vraiment la cohésion pacifique et la cohésion politique de l'ensemble des villes, le vivre ensemble, que ce soit des éleveurs, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les ethnies vivant dans la région du Sahel, qu'ensemble nous nous donnons la main pour pouvoir lutter contre ce fléau qui nous sévit actuellement dans la région du Sahel. Dans cette lutte contre l'insécurité, qui met à mal le bon vivre ensemble, les éleveurs ont pris l'engagement, au dire de leur responsable Amidou Bandé, d'accorder les violons dans la région de Liptako-Gourma pour venir à bout de ce fléau. Ce festival a connu la participation des diasporas togolaises et maliennes vivant à Dori. Il a été aussi l'occasion de promouvoir l'une des valeurs traditionnelles, la parenté affective. Éviter la défaite après la fête. Les jeunes de la région du centre-est y tiennent en matière de sexualité et de comportement face à la drogue et à l'incivisme. Ceux de Garango ont eu droit à une séance de sensibilisation sur ces phénomènes en prélude aux festivités du 11 décembre prochain. L'initiative est du secrétariat permanent de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles. Césaire Carrefour et Tanga Kafando. Il plaide pour l'implication des autorités coutumières dans la prévention des grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, la drogue et l'incivisme à Garango. C'est une étape d'une caravane initiée par l'agence Burkina Event en partenariat avec le SP-CNLST dans le cadre des activités du 11 décembre avec pour slogan « Éviter la défaite après la fête ». Il est positif parce que la population a adhéré. On n'a pas fait cette campagne de sensibilisation pour eux, mais c'est avec eux. Donc nous pensons qu'au terme de ces campagnes de sensibilisation-là, il va naître un changement de comportement. Et c'est notre souhait et c'est l'objectif visé. Dans cet espace santé, tout est expliqué pour une sexualité responsable. Les espaces santé, c'est des conseils, c'est des consultations, c'est aussi le dépistage VIH, le dépistage des hépatites, c'est aussi la distribution de préservatifs, de gel. En fait, la stratégie, c'est d'approcher les services des bénéficiaires. Et pour assurer la mobilisation, les motards de l'association West Coast ont été mis à contribution, des motards qui ont offert des gilets et des casques au commissariat de police de Garango en signe de leur engagement à la promotion du civisme routier.
Nous restons à Garango pour dire que la localité a vibré au rythme de la tradition le week-end écoulé. 5 chefs coutumiers ont été intronisés par le Nabakom de Garango, une cérémonie traditionnelle qui obéit à des règles spécifiques en pays d'Issa et que les notables ont bien voulu expliquer à nos reporters, Seydou Nikiema et Ibrahim Sanou. 5 villages de la commune de Garango sont en fête. Sa Majesté le Nabakom procède à l'intronisation des différents chefs de ces communautés. Il y avait des rois, il y avait des chefs qui sont décédés et nous avons eu l'initiative de les remplacer avec ses différents fils. Il y a le chef Peul, il y a le Sanandé Naba, il y a le Natenga, il y a le Sanaba et il y a le Tinsoba. Avant d'être intronisé, ces prétendants au trône passent par tout un rituel. Et on donne 1 heure à ces gens-là, on les installe dans le soleil jusqu'à la sortie de Sa Majesté. Et Sa Majesté sort de première étape pour demander ces personnes qui sont venues s'asseoir devant sa cour là. Ils sont venus chercher quoi? Ils nous ont dit que ils sont venus chercher le sac, l'ancien sac de leur grand-père ou de leur papa qui est perdu et que ça se trouve au palais ici. C'est parce que c'est ici qu'on doit encore renouveler ou bien introniser à la place de leur grand-père ou bien de leur papa. C'est après tout cela qu'ils seront reçus par le roi dans cette case sacrée, loin des caméras et des yeux du profane. À leur sortie, ils ne sont plus des citoyens ordinaires, mais ceux-là même qui doivent désormais conduire la destinée de leur communauté. Et dans la même région, le diocèse de Koupela rend hommage à Monseigneur Dieudonné Yougbaré. Le premier évêque de l'Afrique occidentale française a œuvré pour l'épanouissement des populations du centre SA. Ce matin, à Koupela, sa ville natale, une avenue a été baptisée en son nom, précédée d'un office religieux. Nous voyons cela avec Caroline Ouari. Non, la messe du dimanche n'est pas ramenée à lundi. C'est que ce lundi 4 novembre est le jour anniversaire du décès de Monseigneur Dieudonné Yougbaré. Monseigneur Yougbaré, grand homme de l'Église catholique du Burkina et de l'Afrique de l'Ouest, l'histoire retient qu'il est le premier évêque de Koupela et le premier évêque africain de l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et puisque Monseigneur Yougbaré est natif de Koupela, le diocèse de la localité lui rend cet hommage à Binatenga, quartier de la ville de Koupela, ce lieu hautement symbolique pour l'histoire du catholicisme au Burkina. C'est ici que les missionnaires ont déposé leurs valises en 1900 avant de se répandre dans tout le Burkina. C'est pour cela que c'est ici que Monseigneur a demandé à reposer pour l'éternité. Puis, la cérémonie se poursuit avec une inauguration. Désormais, le tronçon de la nationale numéro 4, commençant à partir du rond-point Nabazare jusqu'à la sortie de Koupela en direction de Ouaga, porte le nom Avenue Monseigneur Yougbaré. C'est une voie qui relie 2 communes, qui traverse 2 communes, Puitenga et Koupela. Mais la figure de Monseigneur Dieudonné Yougbaré dépasse le territoire, si bien que cette voie, en fait, un hommage que tout le diocèse de Koupela, l'ancien diocèse de Koupela, rend à Monseigneur Dieudonné Yougbaré. Pour l'occasion, les plus hautes autorités religieuses, administratives et coutumières de la région du Centre-Est sont présentes ou représentées. Les présentes cérémonies viennent boucler une série d'activités de reconnaissance au parcours de l'homme de Dieu, Monseigneur Dieudonné Yougbaré, qui aurait eu 100 ans en février 2017. Il a fait ce qu'il a fait dans la discrétion, dans l'humilité. Donc pour lui, ça ne lui ajoute rien. Mais pour ceux qui viennent, je crois que c'est très important de savoir ce qu'il a été et ce qu'il a fait. Et qu'on puisse donner aussi aux jeunes générations qui viennent des exemples à suivre. Et c'est en cela surtout que c'est très important. L'hommage rendu à Monseigneur Yougbaré à travers cette nouvelle avenue inspire la mairie de Koupela. En projet, d'autres rues vont aussi porter des noms de personnes et personnalités de la localité et
Actualité à l'étranger, l'Iran engrange de nouvelles avancées dans le domaine du nucléaire. Ce 4 novembre, le pays a annoncé l'augmentation de sa production d'uranium enrichi. Cela intervient 2 mois après que l'Iran s'est affranchi des restrictions qui pesent sur lui concernant son programme nucléaire. Près de 6 mois après avoir annoncé revenir sur ses engagements pris dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Iran semble avoir joint l'acte à la parole. Téhéran annonce ce lundi la mise en route de 30 nouvelles centrifugeuses et la mise au point de 2 nouveaux modèles plus avancés. Selon le président de l'Organisation pour l'énergie atomique d'Iran, le pays produit désormais 5 kilos d'uranium enrichi par jour, soit 10 fois plus qu'il y a 2 mois. Nous pouvons remercier nos ennemis d'avoir créé une opportunité pour la République islamique d'Iran, en particulier dans le secteur du nucléaire, qui nous permet de démontrer notre capacité à fabriquer de nouvelles machines dans un délai si court. L'annonce survient le jour de la fin du délai donné aux Européens afin d'aider l'Iran à contourner les sanctions américaines contre les secteurs pétroliers et financiers, des sanctions réinstaurées par les États-Unis après leur retrait de l'accord de Vienne. Nous avons constamment exprimé nos inquiétudes car nous pensons que cet accord doit être préservé. C'est une question de sécurité, pas seulement pour la région ou pour l'Europe, mais au niveau mondial. C'est un accord international qui a été approuvé par les Nations Unies et nous pensons qu'il doit rester en place. Une lueur d'espoir était apparue lors du G7 à Biarritz lorsque le ministre des Affaires étrangères iranien Mohammad Javad Zarif avait été invité par Emmanuel Macron avec l'accord de Donald Trump. Mais la tentative de médiation fut un échec. Dans un discours prononcé dimanche, le guide suprême iranien Ali Khamenei a réaffirmé son opposition à tout dialogue avec Washington qui chercherait, dit-il, à réinfiltrer l'Iran. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À suivre à 21h le magazine des sports dans une présentation de Jean-Modeste Ouedraogo, puis l'édition de 22h30 avec Ismaël Diloma Surima. Merci de votre fidélité à la RTB.